Salut et bienvenue à cette nouvelle édition de La Lettre du Nord, notre chronique de politique économique sur les États-Unis. Eh bien, cette semaine, nous allons parler de l'économie en général, en nous attardant sur trois principaux axes, si vous voulez. Le premier, nous allons parler brièvement de l'annonce par la Federal Reserve lors de sa récente réunion de politique générale, ce qu'ils appellent de Open Market Commission. Il y a de cela quelques jours, je crois que c'était du 22 au 20, 22 au 23. Voilà, l'annonce d'un nouveau taux directeur qui a été arrêté à 4,9%. Nous allons parler de cela et quels sont justement les facteurs dont ils ont tenu à compte pour pouvoir fixer ce taux directeur. Dans un second axe, nous allons parler de revenir brièvement sur la turbulence bancaire qui s'est manifestée par la faillite de la Silicon Valley Bank et Insurgent Bank, et la turbulence que ça a créé dans le système financier américain et même international, surtout suisse. Et voilà, nous allons revenir là-dessus et adresser ces implications sur le secteur bancaire en général. Et en troisième, nous allons au vu de tout cela, et également spéculer sur les risques d'une récession pour le restant de l'année. Bien, merci. Bien, je voulais commencer donc, comme je vous le signalais plus tôt ici, par le taux directeur. Il y a de cela quelques jours, la Federal Reserve, à travers son gouverneur Jerome Powell, a annoncé qu'ils ont arrêté le taux directeur. Je crois que c'était le 23 de ce mois, le 23 mars, a arrêté le taux directeur à 4,9%. Et Jerome Powell explique qu'il y a trois facteurs qui ont influencé, qui leur ont permis d'arriver à cela. Le premier facteur, c'est ce qu'il a décrit comme étant la, la, la solidité du continu du marché de l'emploi. Eh bien, effectivement, le taux d'emploi était à peu près de 3,4% à la fin des années 2022. Je pense que c'était aux environs de décembre. Et il est situé actuellement, je crois, à 3,6%. Je ne sais pas regarder les dernières figures, mais là, la dernière fois que je recherchais, que je travaillais dessus, c'était à 3,6%. 3,5, maintenant on est à 3,6%. Et une chose est sûre, c'est que le mois, c'était au mois de février, on a eu un report que l'économie a créé à peu près 312 000 emplois. C'est une façon de dire que les entrepreneurs continuent toujours à rechercher ceux qui pourraient travailler. Et justement, dans mes vidéos passées, je parlais même également, lorsque je parlais d'emploi état par état, j'ai mentionné cela. Donc, il souligne la solidité continue du marché de l'emploi. Comme deuxième facteur, il signale la poussée incessante inflationniste, l'inflation. On a parlé des raisons derrière, qu'est-ce qui pouvait bien expliquer cela. Entre autres, les raisons que je considère toujours étant comme principales, c'est les 2 ans et demi de pandémie quand nous avons vécu de Covid-pandémie avec les goulots d'étranglement et les disruptions que ça a créé dans le marché et dans les systèmes de distribution et ce qui se répercutait sur les prix à la consommation. Et après cela, on a également, à mon avis, la crise russo-ukrainienne et toutes les mesures qui ont été prises et tout ce que là, ça impliqué a également magnifié les effets de l'inflation et accentué justement cela, cette poussée inflationniste-là. Et le troisième élément qu'il a tenu en compte, il a tenu en compte des prix non à l'immobilier, mais des prix des services liés à l'immobilier. Ici, on ne parle pas de loyer, on ne parle pas ici de l'emprunt hypothécaire en lui-même, mais on parle de services tels que par exemple, si vous vivez dans un complexe immobilier, par exemple, si vous devez payer pour le parking lot, l'espace de parking, si vous devez avoir accès à un garage, vous payez pour ça, soit dans les structures immobilières commerciales. Si vous payez par exemple pour, je sais pas, comment on appelle ça, le lavage, la blanchisserie dans un complexe immobilier quelconque, les services que vous payez pour ça, les services tels que, je ne sais pas, l'espace commercial qui peut être disponible dans un espace, dans un complexe immobilier.
d'autres choses également, comme les boutiques. Voilà, si vous arrivez, par exemple, vous avez un vending machine quelque part qui vous distribue, les distributeurs, voilà, les distributeurs de boissons et de snacks de ce genre. Donc, voilà, qui sont disponibles dans des complexes immobiliers. Donc, voilà, les prix, lorsqu'ils regardent tous ces prix-là, et justement, la tendance et le mouvement à la hausse de ces prix les pousse justement à s'arrêter à un taux directeur de 4,9%. Voilà, on lui a posé la question de savoir ce qu'il pensait que serait cette tendance pour le restant de l'année. Eh bien, Jérôme Powell a dit qu'il pense que cette tendance va rester à la hausse. Ça dit tout. Ça veut dire que justement l'inflation, à son avis, va continuer de persister. Et qui parle d'inflation qui continue de persister également pose de sérieux risques pour l'économie en général. Donc, généralement, je crois que c'est quoi? C'est cette commission des gouverneurs de la Federal Reserve, je crois, se retrouve généralement, c'est quoi, 8 fois par chaque année. Je connais pas, je sais pas trop les calendriers, mais je sais qu'ils vont se retrouver également en juin ou en juillet. En mai, juin, juillet. Bref, le calendrier est disponible pour ceux qui veulent bien savoir. Mais ce qu'on peut donc anticiper, donc, on va probablement, il n'y aura pas probablement, je veux dire, de pause hein, comment on appelle ça, dans les tendances, je veux dire, de cette taux des intérêts là, puisqu'il vise justement à mettre un frein justement sur l'octroi des crédits. Voilà, parce que le plus vous mettez l'argent à la disposition des gens, plus ça se manifeste généralement par une hausse des prix, et ainsi de suite. Donc, il y a lieu pour eux de mettre un frein dans l'octroi des crédits dans ce sens. Donc, bon, pour ceux qui s'intéressent, sachez donc que les taux directeurs seront probablement à la hausse pour le restant de l'année. Bien. Quelles peuvent être justement les ramifications de cela, puisque maintenant nous allons parler dans le secteur bancaire. Mais ce qui est également intéressant, c'est que dans la logique justement de la Federal Reserve, c'est que ces banquiers-là voient justement la turbulence. Quand je parle de turbulence dans le secteur bancaire, justement, vous avez entendu parler ces derniers temps de la faillite, hein, des faillites de la Silicon Valley Bank et d'autres banques avec les ramifications encore en Suisse. Justement, ces turbulences dans le système bancaire, justement, sont perçues par les banquiers de la Federal Reserve comme un taux supplémentaire, comme un taux d'intérêt supplémentaire, dans le sens, effectivement, qu'il crée une espèce de crispation chez les banquiers qui sont hésitants parce qu'ils se posent la question de savoir où est-ce que cette histoire-ci va aller et par conséquent décider je veux dire, de limiter l'octroi de crédit. Donc, et parce que justement, il y a une certaine limite dans l'octroi de crédit, il faudra s'attendre à un certain ralentissement de la croissance économique, justement parce que l'emprunt, surtout les crédits octroyés aux entreprises, leur permet justement de pouvoir développer, de faire des investissements dans leurs capitaux de production. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire. Mais toujours en parlant du secteur bancaire, il y a lieu ici de signaler, je reviens encore sur la faillite qui a tenu lieu il y a quelques mois. Bien évidemment, on en a parlé dans les vidéos passées. Justement, nous, on se posait la question de savoir si, je veux dire, le système financier était stable. Nous sommes accordé qu'il était stable à cause de la capitalisation que nous estimons avait les ratios de liquidité de 14%, qui étaient de loin comparables au minimum de 4% qui était demandé par les régulateurs. Donc nous pensions qu'il y avait une certaine stabilité relative dans ce sens-là. Et lorsque nous discutions cela, nous signalions qu'il y avait des risques majeurs, qu'il y avait des risques sérieux pour que la situation empire. Donc, l'un des risques qu'on avait signé, c'était la ruée bancaire, qui était un effet psychologique. Donc, avec ces poussées inflationnistes, que les gens s'inquiètent, par exemple, de ce qui peut devenir de leur dépôt, peuvent se ruer vers les banques et leur demander à retirer leur argent. Donc, si un tel phénomène se produisait dans plusieurs banques, il est très fort probable qu'il y aurait une contagion systémique. Dans le deuxième facteur que nous avions signalé qui était un risque qui pouvait également empirer, c'était le fait que
dans le système, il y avait des banques qui avaient des portefeuilles risqués. Et lorsqu'on parle de portefeuilles risqués, il y a plein de risques. Et le risque que nous avions établi et qui nous apparaît le plus apparent, c'était justement avoir des obligations qui avaient perdu de leur valeur sur le marché financier. Et justement, ça qui a mis la Silicon Valley dans les troubles, parce que lorsqu'avait la hausse des taux directeurs depuis l'année passée, justement dans l'effort de juguler ces pressions inflationnistes, les obligations émises par les entités gouvernementales, les États et les collectivités, comment ont perdu de leur valeur sur le marché. Et donc, avec une ruée bancaire directement, la Silicon Valley n'a pas pu vendre, a vendu à perte, si vous voulez, ses actifs qu'elle avait. Elle n'a pas pu suffisamment avoir de liquidité justement pour pouvoir parer et répondre à cette demande subite de retrait d'argent. D'où l'insolvabilité dans laquelle se trouvait cette espèce de faillite, s'il faut le dire. Donc, nous avions regardé cela, nous ont dit qu'il y avait probablement, en dehors de ces risques-là, il y avait également des risques et des banques qui se retrouvaient, qui avaient probablement des portefeuilles risqués. Et voilà pourquoi, justement, les régulateurs, pendant toutes cette dernière semaine, on travaillait avec acharnement pour regarder le bilan des banques et pouvoir identifier justement ces banques-là qui étaient à risque. Et justement, puisque nous avons parlé également de l'action gouvernementale, il faut signaler ici que deux soupapes de sécurité, justement deux valves, si je peux dire, de sécurité ont vraiment aidé justement à minimiser ce risque de contagion-là. Premièrement, il faut dire donc c'est le système de prêt qui a déjà été en place. Il y a de cela 2 semaines, 3 semaines, nous savions déjà que la banque injectait des milliards avaient été alloués ou bien prêtés aux banques justement pour pouvoir les sauver. Voilà, nous posions la question de savoir, le régulateur va encore devoir réfléchir. Bref, pas vraiment réfléchir, ils ont cette expérience de la crise financière de 2008. Quelles sont les banques qu'il faudra sauver? Quelles sont les banques qu'il ne faudra pas sauver? Mais maintenant, on se rend compte que ça sera facile à gérer parce que la plupart des banques qui se sont retrouvées avec des portefeuilles vraiment risqués, ce sont beaucoup plus des banques, les petites banques et les banques régionales. Donc, ça, ce sont les petites banques, les banques régionales. Des études ont été faites récemment. Elles ont démontré 40 à 50%, si je me trompe, des banques n'étaient pas en mesure de pouvoir faire face justement, n'avaient pas la liquidité nécessaire face à une ruée bancaire. Donc, des prêts, et donc je parle donc de deux soupapes de sécurité. Il y avait des prêts, un système de prêts qui avait été mis en place en cas d'événements de ce genre. Et apparemment, il y a de nouveaux systèmes de prêts qui ont été mis en charge. On ne connaît pas encore les détails. Je reviendrai probablement là-dessus lorsque je prendrai beaucoup plus connaissance de ce que c'est. Donc, deux systèmes de prêts qui ont été mis en place et qui ont permis justement de contenir la contagion de faillite de ces petites banques, probablement de banques régionales avec des portefeuilles risqués de pouvoir se l'habitude du système. Alors, cela dit, puisque je parle, il faut aussi parler des grandes banques pour dire que dans l'ensemble, les grandes banques de tout le système financier américain sont en très bonne santé. D'ailleurs, toutes ces banques régionales-là se ruent vers elles pour pouvoir déposer leurs avoirs. Donc voilà, il faut également ajouter que d'après certains rapports, les mauvaises créances détenues par les banques, les grandes banques en somme. Quand je parle de grandes banques, imaginez, voyez les choses comme Citibank, Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, PNC Financial Service, US Bancorp et les autres. Donc voilà, je parle des géantes banques de ce genre-là. Donc, comme je disais, détiennent des mauvaises créances, sont à taux très bas en ce moment. Donc, ça vient donc conforter notre prédiction. Nous avions au début, lorsque nous analysons ces crises, pour dire que le système financier dans son ensemble, est en bonne santé. Donc, à ceux des alarmistes, ces gens qui se précipitaient déjà à nous prédire, à parler de prémices d'une crise financière similaire à 2008, je ne crois pas que ce sera le cas. Donc voilà ce que je peux dire justement au niveau des banques. Donc l'idée essentielle justement, c'est que cette turbulence justement dans le système bancaire représente un taux d'intérêt supplémentaire qui va limiter l'octroi de crédit et par conséquent va ralentir l'économie dans son ensemble pour cette année 2023. Et quel sera donc l'impact majeur en termes
de ce qu'il y a au point de vue régulation. Le régulateur, justement, est en train de réfléchir, justement, à voir dans quelle mesure implémenter ou bien mettre en place de nouveaux systèmes de tests de liquidité. Donc, voilà. Et une emphase sera mise justement dans ce sens-là pour donner beaucoup plus d'habilité aux compagnies, aux banques de pouvoir parer à des rieux bancaires. Et l'une des choses qu'ils ont déjà fait, c'est qu'ils ont déjà élargi la liste des banques qui pouvaient, je veux dire, bénéficier justement des assistances de ce genre pour inclure des banques ayant un total des actifs de moins de 250 milliards de dollars. Donc, dans la première liste des banques, par exemple, la Silicon Valley Bank n'était pas inclus. La Silicon Valley Bank avait justement un total d'actifs de à peu près 209 milliards de dollars. Donc, quand on parlait de la liste des grandes banques, elle représentait probablement la 16e, la 17e banque dans ce sens-là. Donc, maintenant, ils ont décidé d'élargir une liste pour inclure des banques avec moins de 250 millions de dollars et vont travailler. Et ces banques-là vont devoir subir de nouveaux tests de liquidité et devoir recevoir des aides qui seront, je veux dire, design entre-temps. Donc, je ne connais pas encore trop les détails là-dessus, mais nous reviendrons, nous en reparlerons une fois que les détails seront publics. Bien, voilà ce qui concerne par exemple le second point au niveau de la seconde idée, le second axe, la turbulence bancaire et son impact sur l'économie et même la régulation bancaire. Donc, nous allons finir avec le troisième et parler ici du risque de récession pour dire que le risque de récession reste sérieux. Justement, les experts justement parlent même d'un risque qui reste encore à 50%. Et lorsque vous parlez de récession, généralement, qu'est-ce qu'il faut dire? Généralement, dans la matière de récession, il y a baisse à l'emploi, il y a augmentation du chômage, il y a baisse de la production industrielle, il y a baisse des ventes. Comment on appelle ça, il y a baisse des ventes et tout comme on appelle retail ça, il y a baisse des ventes dans ce genre. En termes simples, s'il faut utiliser justement comment on appelle ça, une règle simple, je veux dire qui a été popularisée par, ça fait comment là, l'économiste, un vieux économiste Julius Shisking, je crois c'est lui qui parle de ça, qui a récession lorsque il y a une contraction du PIB sur 2 quarts. Voilà quoi. Donc lorsque tu retrouves avec 2 quarts sans croissance dans ce sens, dont tu es déjà en train de te diriger vers une situation de récession. Donc pour revenir pour simplement dire que le risque de récession reste encore vraiment sérieux là. D'ailleurs, s'il y a récession, voilà les projections justement que les experts anticipent que le PIB va augmenter aux environs de 1,3% en 2023 et de 0,7% en 2024. S'il n'y a pas de récession, en conséquence, on parle d'un PIB qui sera probablement aux environs de 1,7% en 2023 et de 1,4% en 2024. Donc, voilà. Donc, on parle d'un risque de récession qui reste véritablement sérieux. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire donc? La Réserve fédérale est en train de pouvoir maintenir c'est peu d'intérêt pour réussir le crédit, mais qu'est-ce qu'il va donc devoir faire pour pouvoir booster dans les productions industrielles, injecter l'argent dans l'économie? Ah bien, la carte est toujours là. Le département du Trésor a toujours son joker à main. Son joker, justement, ce sont ces mesures extraordinaires qu'elle peut utiliser, justement, pour pouvoir libérer les fonds et pour des dépenses qu'elle considère essentielles. Donc, le département du Trésor, là, elle a ses cartes, elle va pouvoir jouer avec cela. Comment est-ce que le Congrès va réagir vis-à-vis de cela? On va se retrouver toujours dans les mêmes débats, avec la Chambre des Républicains qui va probablement demander aux démocrates de leur céder 2 ou 3 choses pour qu'ils acceptent qu'on augmente comment on appelle, le budget spending, les limites, le debt ceiling, voilà, l'endettement du gouvernement fédéral dans son ensemble, si jamais il faudra injecter encore beaucoup plus d'argent dans le système pour pouvoir lui permettre d'être beaucoup plus
comment on appelle, vivant. Donc bien voilà, bien merci. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'économie des États-Unis en général cette semaine. Voilà, merci pour votre attention. Et dans les prochaines vidéos, je souhaite vraiment parler de start-up. Je voudrais bien savoir l'impact de la faillite de la Silicon Valley. Voilà, et avec les mesures qui ont été prises dans le gouvernement, sur ce qu'on peut anticiper, sur comment est-ce que ça va affecter justement cette industrie des start-up. Bien, merci et à la prochaine édition.